Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Ça c'est la deuxième partie sur l'économie d'échange. Dans la première partie, on a eu à présenter les différentes notions qu'on va utiliser dans cette vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé cette partie, le lien est disponible dans la description. Dans cette partie, il sera question de déterminer l'équilibre général d'une économie d'échange. On considère une économie composée de deux individus, l'individu A et l'individu B. Ceux-ci consomment deux biens, le bien 1 et le bien 2. La fonction d'utilité du consommateur A est la suivante. UA de X1A, X2A égale à X1A puissance 1 demi fois X2A puissance 1 demi. Tandis que la fonction d'utilité du consommateur B est de la forme UB de X1B, X2B égale à U1B puissance 1 demi fois U2B puissance 1K. Le consommateur A dispose d'une dotation initiale de 16 unités de bien 1 et de 4 unités de bien 2. Tant qu'au consommateur B, celui-ci dispose de 3 unités de bien 1 et de 6 unités de bien 2. Déterminer l'équilibre général de cette économie. Solution. Avant de déterminer l'équilibre général de cette économie, on va d'abord relire le dernier paragraphe de notre énoncé, car il y a les informations très utiles à l'intérieur. Le consommateur A dispose d'une dotation initiale de 16 unités de bien 1 et de 4 unités de bien 2, c'est-à-dire W1A égale à 16 et W2A égale à 4. On a eu à aborder ces notions dans la vidéo précédente. Quant au consommateur B, celui-ci dispose de 3 unités de bien 1 et de 6 unités de bien 2, c'est-à-dire W1B égale à 3 et W2B égale à 6. Donc nous pouvons noter W1A 16, W1B 3 et W2A égale à 4 et W2B égale à 6. À partir de là, nous pouvons déterminer la quantité totale de biens disponibles, c'est-à-dire W1A plus W1B pour le bien 1 et W2A et W2B pour le bien 2. Donc la quantité totale de bien 1 disponible dans l'économie c'est 19 et la quantité totale disponible de bien 2 égale à 10. Déterminons l'équilibre général de cette économie. Pour atteindre notre objectif, on va d'abord déterminer les contraintes budgétaires de chaque agent. Après ça, on va déterminer les demandes brutes de chaque agent. Et ensuite, on va déterminer les rapports des prix, c'est-à-dire P1 sur P2 et P2 sur P1. Et ensuite, on va calculer les demandes brutes. 1. Déterminons les contraintes budgétaires. On va commencer par la contrainte budgétaire de l'agent A. Voici la contrainte budgétaire de l'agent A qu'on a vu dans la vidéo précédente. P1 fois X1 A plus P2 fois X2A égale à P1 fois W1A plus P2 fois W2A. À partir de là, nous pouvons remplacer W1A et W2A par leur valeur. Dans notre contrainte budgétaire, c'est ça. Passons à la contrainte budgétaire de l'agent
B. De la même manière, on aura P1 fois X1B plus P2 fois X2B qui est égal à P1 fois W1B plus P2 fois W2B. Là, on remplace également W1B par sa valeur et W2B par sa valeur. 2. Déterminons les demandes brutes des consommateurs. On va commencer par les demandes brutes du consommateur A. Pour cela, nous allons utiliser la méthode de Lagrange. On écrit d'abord le programme et puis on écrit le Lagrangean. Le consommateur A va maximiser son utilité sous la contrainte de son revenu. Donc ça, c'est la fonction d'utilité. Ici, c'est la contrainte budgétaire qu'on a déterminée plus haut. À partir de là, on va écrire le Lagrangean. Ça, c'est le Lagrangean qui est une fonction de x1a, x2a et lambda. Ici, c'est la fonction d'utilité. Là, c'est la contrainte budgétaire. Passons aux conditions du premier ordre. On a ceci, toutes les dérivées partielles sont égales à 0. La dérivée du Lagrangean par rapport à x1a, là, 1 demi descend, on aura 1 demi fois x1a puissance 1 demi moins 1 qui nous donne moins 1 demi fois x2a puissance 1 demi. Et ici, c'est seulement cet élément qui dépend de x1a. Le reste s'annule. Donc on aura P1 ici égal à 0. De la même manière, on aura la dérivée du Lagrangean par rapport à x2a égale à 0. La dérivée du Lagrangean par rapport à lambda égale à 0. Ici, cette partie s'annule. C'est seulement cette expression qui dépend de lambda. On va faire traverser P1 et P2 vers la droite. Nous obtenons ceci. Et on nomme nos équations. La première équation 1, 2 et 3. Et puis on détermine le rapport 1 sur 2. Dans la première équation divisée par la deuxième équation qui nous donne ceci. À ce niveau, on va simplifier 1 demi par 1 demi et ici on va envoyer x1a au dénominateur et x2a au numérateur. À partir de cette expression, on obtient celle-ci. On constate que x2a puissance 1 demi fois x2a puissance 1 demi nous donne x2a. Et x1a puissance 1 demi fois x1a puissance 1 demi nous donne x1a. Donc on aura le taux marginal de substitution qui nous donne x2a sur x1a qui est égal à P1 sur P2. À partir de là, on va faire produit des extrêmes, produit des moyens. On va noter cette expression ci 4. Puis nous allons faire 4 dans 3, c'est-à-dire on remplace l'expression 4 dans la contrainte budgétaire. Ça nous donne 16P1 plus 4P2 égale à P1 fois x1a plus P1 fois x1a. Donc, à droite, on aura désormais 2P1 fois x1a. À ce niveau, on isole x1a.
x1a égale à 16p1 plus 4p2 sur 2p1. Et puis on simplifie 16 par 2, ça nous donne 8 là. Et ici 4 par 2, on a 2. Donc x1a égale à 8p1 plus 2 fois p2 sur p1. On va remplacer x1a dans l'expression 4 pour pouvoir déterminer x2a. On aura désormais x2a fois p2 égale à 8p1 plus 2 p2 sur p1 fois p1. À ce niveau, les p1 se simplifient et p2 vient diviser l'expression de la droite. Donc on aura x2a égale à 8p1 plus 2p2 sur p2. On remarque que toutes ces deux expressions sont en fonction de P1 et P2. Donc on peut les noter ainsi. Donc ça, ce sont les demandes brutes du consommateur A. Nous allons maintenant déterminer les demandes brutes du consommateur B. Le programme du consommateur B est: il va maximiser son utilité sous la contrainte de son niveau de revenu. À partir de là, on va écrire le Lagrangean qui est fonction de x1b, x2b et lambda. Ici, c'est la fonction d'utilité, plus lambda fois la contrainte budgétaire. Donc, on fait traverser les éléments de la gauche vers la droite. Nous obtenons ici les conditions du premier ordre. Les dérivées partielles sont nulles. On dérive comme précédemment et on fait égal à 0. À partir de là, on fait traverser les prêts vers la droite. On détermine maintenant le rapport des prêts. Donc, première équation fois divisé par la deuxième équation. Nous obtenons ici. Là, on simplifie. On aura la première fraction fois l'inverse de la deuxième. x1b va descendre et x2b va aller au numérateur. Nous obtenons ici. Là, on obtient 2x2b sur x1b égale à P1 sur P2. On fait comme précédemment, fait produit des extrêmes, produit des moyens. On aura 2 x2b fois P2 égale à x1b fois P1 fois P1. On nomme cette équation 4. Et on remplace 4 dans la contrainte budgétaire. Donc on va remplacer x1b fois P1 par 2 P2 fois x2b. Donc, on obtient ceci. Là, 2 plus 1, on aura 3 x2b fois P2 égale à 3P1 plus 6P2. Là, on isole x2b qui nous donne 3P1
P1 plus 6 P2 sur 3 P2. On peut simplifier par 3. En simplifiant par 3, on a P1 plus 2 P2 sur P2. On rentre remplacer l'expression de x2b dans l'équation 4. Et on remplace à ce niveau. En remplaçant, on obtient cette expression-ci. Les P2 se simplifient. Là, on multiplie le numérateur fois par 2. On aura 2P1 plus 4P2 et P1 va aller diviser le membre de la gauche. On obtient ceci. Donc ça c'est l'expression de x1b. On peut réécrire ça en fonction de P1 et P2. Donc voici les demandes brutes du consommateur B. On va maintenant déterminer le rapport des prix, c'est-à-dire P1 sur P2 et P2 sur P1. Déterminons le rapport de prix d'équilibre. Si on va utiliser les équations des états réalisables, on a également parlé de cette notion dans la première partie. N'hésitez pas d'aller la regarder. Le lien est disponible dans la description. Donc, c'est-à-dire, on aura x1a plus x1b égale à w1. x2a plus x2b égale à w2. Donc, ce sont les demandes brutes qu'on a déterminées précédemment. Donc, on remplace, on obtient ceci. Ici, il est question de déterminer P2 sur P1 et P1 sur P2. Nous prenons d'abord la première équation, celle-ci. Sur la première équation, là, on divise 8P1 sur P1 nous donne 8. 2P2 sur P1. On conserve. Là, 2P1 sur P1, ça nous donne 2. 4P2 sur P1, on conserve également, qui est égal à 19. À partir de là, on peut additionner 8 plus 2. Ça nous donne 10. Là, on obtient ceci. En additionnant 2P2 sur P1 plus 4P2 sur P1 nous donne 6P2 sur P1. À 10 va à droite. On aura désormais 6P2 sur P1 égale à 19 moins 10. Je nous donne 6P2 sur P1 égale à 9. 6 va diviser 9. Et en simplifiant par 3, on obtient 3 sur 2. Donc ça c'est P1, P2 sur P1. Déterminons maintenant P1 sur P2. Cela, on va utiliser la deuxième équation. Là, on divise 8P1 sur P2, on conserve 2P2 sur P2, ça nous donne 2. P1 sur P2, on conserve. Et 2P2 sur P2, ça nous donne 2. Là, on a 2 plus 2, ça nous donne 4. Et là, on a 9P1 sur P2. Donc, on a 6. Pourquoi? Parce que 10 moins 4 nous donne 6. Donc, P1 sur P2 égale à 6 sur 9. On divise par 3, on obtient 2 sur 3. On va maintenant calculer les demandes brutes en remplaçant P1 sur P2 et P1
et P2 sur P1 par leur valeur dans les demandes brutes qu'on a déterminées précédemment. 4. Calcul des demandes brutes d'équilibre. Donc ici, il s'agit de calculer X1A, X2A, X1B et X2B. Commençons par X1A. Voici l'expression de X1A qu'on a déterminée, qui est 8P1 plus 2P2 sur P1. Là, on peut diviser par P. On obtient 8 plus 2P2 sur P1. Là, on remplace P2 sur P1 par sa valeur qu'on a obtenue précédemment, 3 sur 2. Et on obtient 11. X2A égale à 8P1 plus 2P2 sur P2. On fait le même travail. On aura 8P1 sur P2 plus 2. On remplace P1 sur P2 par sa valeur qui est 2 sur 3. Et on obtient 22 sur 3. On calcule maintenant X1B. On fait le même travail. En simplifiant, on obtient 2 plus 4 P2 sur P1. En remplaçant P2 sur P1 par sa valeur, on obtient 8. X2B égale à P1 plus 2P2. Ça nous donne encore P1 sur P2 plus 2. En remplaçant P2 sur P1 par sa valeur qui est 2 sur 3, on obtient 2 sur 3 plus 2 qui nous donne 8 sur 3. Donc voici les valeurs, les demandes brutes d'équilibre. Donc on a atteint notre objectif. Alors je vous propose de vérifier nos calculs. Nous allons calculer X1A plus X1B, c'est-à-dire 11 plus 8, qui nous donne 19, qui est égal à W1. On calcule maintenant X2A plus X2B, c'est-à-dire 22 sur 3 plus 8 sur 3, qui nous donne 30 sur 3, qui est égal à 10, qui est égal à W2. Donc, c'est bel et bien un état réalisable de l'économie, car la quantité de bien 1 consommé est égale à la quantité de bien 1 disponible. La quantité de bien 2 consommé est égale à la quantité de bien 2 disponible. Merci de consulter la description pour voir comment représenter cet équilibre. À très bientôt. Ciao.